Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une série de développements assez récents qui sont vraiment en train de remodeler Montréal. Oui, bonjour, on a des sources intéressantes là de fin septembre 2025. C'est ça. Et elle nous donne un aperçu assez fascinant de projets très, très variés, en fait. Absolument. De l'urbanisme, parfois un peu controversé, on va dire. Oui, jusqu'aux initiatives pour resserrer les liens dans les communautés. Sans oublier le rayonnement international, culturel. La totale, quoi. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au cœur de ces infos pour saisir un peu les transformations qui sont à l'œuvre. Mhm. Et voir ce que ça nous dit sur l'avenir de la ville, finalement. C'est ça. On va essayer de dégager les tendances fortes, les points saillants qui ressortent de cette actualité qui est quand même assez foisonnante. D'accord. Par où on commence? Alors, commençons peut-être par les changements les plus visibles, ceux qui touchent directement le paysage urbain. D'accord? À Westmont, par exemple, il y a ce fameux plan particulier d'urbanisme pour le secteur sud-est qui vient d'être approuvé. Ah oui, j'ai vu passer ça. Ça n'a pas été simple, si je crois. Non, apparemment, ça n'a pas été simple sans friction. Il y a eu une opposition citoyenne assez marquée, nous disent les sources. Mhm. Et il vise quoi, ce plan, concrètement? Il cherche à densifier la zone autour de la rue Sainte-Catherine. Donc, autoriser des bâtiments jusqu'à 6 étages. D'accord, 6 étages. C'est c'est un exemple assez classique, j'ai l'impression, de cette tension qu'on voit un peu partout. Quelle tension exactement? Bah, la tension entre, d'un côté, la nécessité de densifier, souvent pour répondre à la crise du logement ou optimiser l'utilisation du sol près des services, Oui, logique. et de l'autre côté, la volonté de préserver le caractère patrimonial ou, disons, l'échelle humaine d'un quartier. Et c'était ça le cœur de l'opposition, le patrimoine et... Oui, les sources mentionnent que l'opposition portait justement là-dessus, l'impact sur le bâti patrimonial et comment intégrer des bâtiments plus hauts dans un tissu qui existait déjà. D'accord. Donc, un débat qui dépasse Westmount, en fait. Ah oui, tout à fait. On voit cette dynamique se jouer un peu partout en Amérique du Nord et même ailleurs. Et cette idée de transformation, de densification, on la retrouve, mais là, à une échelle carrément plus grande, du côté de La Salle. Ah oui, là on change d'échelle. Le projet pour le site du centre Carnaval. C'est ça. C'est quoi exactement? Alors là, on parle d'un projet privé, mais d'une envergure considérable. Un terrain immense, 60 000 mètres carrés. Waouh! 60 000 mètres carrés, c'est énorme. C'est énorme. Et les promoteurs, Kevlar et Laberge, ils ambitionnent de créer un quartier complet, un vrai milieu de vie mixte. Mixte, c'est-à-dire logement, commerce? Exactement. Pas moins de 2500 logements prévus. C'est pas rien. 2500. Oui. Et en plus, des commerces, des espaces verts, c'est pensé comme une réponse directe au manque criant de logements, bien sûr. Bien sûr, la crise du logement. Mais c'est aussi vu comme un levier pour revitaliser tout un secteur. Je pense au boulevard Newman, aux environs d'Angrigno-Ouest. Un secteur avec du potentiel, j'imagine. Oui, un potentiel de développement important. C'est assez fascinant de voir comment des projets privés de cette taille peuvent potentiellement redéfinir des pans entiers de la ville. Ça implique une vision à long terme et beaucoup de planification, j'imagine. Certainement. Et en parlant de remodeler les connexions, il y a cette annonce aussi qui est intéressante concernant le passage supérieur Van Horn près de Saint-Urbain. Ah oui, la démolition annoncée. Oui. Au-delà du fait d'enlever une structure qui vieillit, qu'est-ce que ça représente concrètement pour le quartier, pour la ville? Mais c'est une opportunité assez rare en fait. C'est l'occasion de repenser fondamentalement ce qu'on appelle la couture urbaine. La couture urbaine, c'est-à-dire? C'est comment on relie des quartiers qui sont très dynamiques, mais qui ont été historiquement séparés par cette infrastructure et aussi par les voies ferrées du CP juste à côté. Ah oui, le Mylène, Outremont, le Plateau. Exactement. Ces trois quartiers. Enlever un viaduc comme celui-là, c'est pas juste une question de voiture. Non, bien sûr. Ça ouvre des perspectives pour créer peut-être un espace public plus agréable, plus vert. Mieux connecté pour les piétons, les cyclistes aussi. Voilà, mieux connecté pour les modes actifs. C'est souvent le but recherché dans ce genre d'intervention. Et au-delà de la circulation et de l'espace public, quelles pourraient être les répercussions sur le quartier lui-même? Sur l'immobilier, par exemple? Alors, les implications sont souvent multiples, on l'a vu dans d'autres cas similaires. Quand on améliore l'environnement immédiat, moins de bruit, plus de verre, meilleure intégration, ça peut entraîner une hausse de la valeur immobilière autour. Logique.
Ça peut aussi stimuler de nouveaux projets de développement, résidentiel ou commercial, sur des terrains qui étaient peut-être moins attrayants avant, à cause de la proximité de l'infrastructure. D'accord. Et la circulation auto dans tout ça? Évidemment, il y aura une nécessaire réorganisation des flux. Ça aura ses propres conséquences, ses propres défis. Mais oui, ces interventions sur les infrastructures, ça agit vraiment comme des catalyseurs pour l'évolution des quartiers. C'est fou comme une décision technique, au départ, peut avoir autant de ramifications. Tout à fait, c'est systémique. Se dessine, par exemple à Montréal-Nord, la future maison communautaire Saint-Michel. Oui, un projet très attendu dans ce quartier, d'après ce que disent les sources. Et ces maisons communautaires, elles jouent un rôle fondamental, vraiment. C'est quoi leur rôle principal? L'objectif premier, c'est souvent de briser l'isolement, de favoriser l'inclusion sous toutes ses formes, sociale, intergénérationnelle, interculturelle, et puis d'outiller les résidents pour qu'ils gagnent en autonomie. Concrètement, ça veut dire quoi, outiller? Quels services on y trouve? L'idée, c'est d'offrir, sous un même toit, toute une gamme de services essentiels qui répondent aux besoins spécifiques de la communauté locale. Ça peut être de l'aide aux devoirs, Oui, des cours de francisation, du soutien à la recherche d'emploi, des activités pour les aînés. C'est vraiment un maillon crucial du tissu social. et nos sources soulignent que ce n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un réseau assez vaste. On parle de plus de 200 centres similaires dans le Grand Montréal. Absolument. Ça montre bien l'importance de ce type de structure dans la région. C'est un vrai réseau. Et cet investissement dans le communautaire, on le voit aussi ailleurs. Prenons l'exemple de la maison Saint-Pierre. Ah oui, qu'est-ce qui se passe là-bas? La ville vient d'accorder un soutien financier, 400 000 $, pour la phase initiale d'un projet qui est très, très ambitieux. Il est porté par le Centre Saint-Pierre. Ambitieux comment? L'objectif, c'est carrément de créer le plus grand carrefour communautaire du Québec. Rien de moins. On parle d'une superficie de 35 000 pieds carrés. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Et ce qui rend ce projet particulièrement intéressant, c'est qu'il va prendre place dans un ensemble patrimonial qui est classé. Ah, d'accord. Donc ça ajoute un défi supplémentaire, j'imagine. Concilier la préservation historique avec les besoins très modernes d'une quinzaine d'organismes communautaires. Exactement. C'est ça le défi. Il est complexe, mais en même temps passionnant. Comment adapter un bâtiment qui a une histoire, une charge patrimoniale, pour qu'il réponde aux normes d'aujourd'hui? L'accessibilité, par exemple. L'accessibilité, les besoins programmatiques très divers des organismes, tout ça en respectant son caractère patrimonial. C'est un vrai casse-tête. Mais si ça réussit, Si ça réussit, ce mariage entre passé et présent peut créer un lieu de vie communauté vraiment vivant. C'est un bel exemple d'investissement dans l'infrastructure sociale. Les 400 000 $, c'est sans doute pour les études et les plans initiaux, vu l'ampleur annoncée. oui, ça semble logique. Et dans cette même idée de revitaliser des espaces importants pour les citoyens, il y a aussi le natatorium de Verdun. Ah, le natatorium. Oui, un projet à plus long terme, celui-là, si j'ai bien compris. Oui, la rénovation est prévue pour 2032. Donc c'est un projet de longue haleine, comme on dit. 2032, oui, ça laisse le temps. Mais l'annonce de sa rénovation est significative en soi. On parle d'un budget conséquent, estimé entre 50 et 100 millions de $, voire plus potentiellement. C'est une fourchette large, mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est un lieu emblématique pour les Verdenois et même pour tout Montréal. L'enjeu ici, il est double. C'est-à-dire? D'abord préserver l'architecture distinctive de ce bâtiment, Art déco, c'est un vrai bijou patrimonial. Absolument. Et en même temps, le moderniser en profondeur. Moderniser. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qui est envisagé concrètement? Alors, les sources mentionnent l'intégration de technologies éco-énergétiques. Ça, c'est devenu un peu la base pour les rénovations majeures aujourd'hui. Oui, c'est quasi obligatoire. C'est ça. Mais aussi la création de nouveaux bassins, peut-être des aires de jeux aquatiques pour diversifier un peu l'offre. Et surtout, une meilleure intégration du site avec les berges du fleuve Saint-Laurent. Ah, intéressant ça. Il s'agit vraiment de redonner vie à ce lieu, de le rendre plus fonctionnel, plus durable et plus attrayant pour les générations futures, tout en célébrant son histoire. Le budget et le long échéancier montrent bien la complexité de la chose, en tout cas. Oui, ça témoigne de l'ambition du projet et des défis techniques et patrimoniaux. On voit donc des investissements majeurs dans le bâti, qu'ils soient communautaires ou récréatifs, mais l'innovation, elle se trouve aussi dans des initiatives peut-être plus modestes en taille, mais tout aussi significatives, non? Je pense à ce jardin sur un toit. Ah oui, le jardin communautaire au sommet du courant. C'est sur le toit de l'esplanade Cartier, dans Ville-Marie. C'est quoi qui est remarquable là-dedans? C'est une initiative qui illustre une approche vraiment créative de l'utilisation de l'espace en milieu urbain dense. Apparemment, c'est le premier jardin de ce type qui est ouvert au public sur un immeuble privé à Montréal. Ah oui? Premier du genre?
C'est ce que les sources indiquent. Et ce qui est notable aussi, c'est le partenariat public-privé qui a rendu ça possible. Qui sont les partenaires? Il y a le promoteur Prével, Mhm. il y a la ville, et il y a le gouvernement fédéral via OULAB, le laboratoire d'agriculture urbaine. D'accord. Et quel est l'impact concret de ce jardin sur le toit? Avec 65 parcelles, dont certaines qui sont accessibles universellement, C'est bien ça? il offre une opportunité de jardinage aux résidents du quartier Centre-Sud. Et ce quartier est souvent qualifié de désert alimentaire. C'est-à-dire un endroit où l'accès à des aliments frais et abordables est limité. Exactement. Donc c'est une réponse directe, à petite échelle c'est sûr, mais concrète aux enjeux d'insécurité alimentaire et aussi de verdissement. Bien sûr, l'agriculture sur toit, ça doit pas être simple techniquement. Non, ça comporte ses propres défis. La gestion de l'eau, le poids sur la structure, les conditions de croissance qui sont particulières. Mais c'est justement ce type d'expérimentation qui fait avancer les solutions pour des villes plus résilientes, plus agréables à vivre. Et l'investissement derrière montre que c'est sérieux. Oui, plus de 600 000 $ au total, investissement combiné. Ce n'est pas juste un projet symbolique. D'accord. Alors, passons maintenant aux espaces verts, mais à plus grande échelle. Il y a le projet du parc naturel de la Falaise. Oui, le long de l'autoroute des Caries, dans Saint-Laurent. Il semble franchir une étape importante, non? Oui, d'après les infos, le financement nécessaire aurait été sécurisé. Ce qui permet au projet d'aller de l'avant. Et qu'est-ce qui est intéressant avec cette falaise Saint-Jacques? C'est un bord d'autoroute, à la base. C'est justement ça qui est intéressant. On parle de transformer un espace qui est largement perçu comme une marge délaissée d'autoroute, un peu un non-lieu, quoi, Oui, c'est ça. en un véritable corridor écologique et un parc accessible au public. La superficie visée est considérable, entre 60 et 80 hectares. Un corridor écologique, ça implique quoi exactement? Ça signifie préserver et même renforcer la biodiversité qui existe déjà sur le site. Et apparemment, elle est étonnamment riche, malgré l'environnement un peu hostile. Ah bon? Donc, c'est créer des habitats pour la faune, favoriser la connectivité écologique entre différents espaces verts autour, tout en offrant aux résidents un nouvel accès à la nature en pleine ville. C'est une approche de récupération, en quelque sorte. C'est ça, de récupération et de valorisation d'un écosystème existant dans un contexte très, très urbanisé. Et cette approche, elle contraste pas mal avec un autre grand projet vert dont parlent nos sources, l'écoquartier Louvain, un antique quartier-ville. Effectivement, le contraste est intéressant. L'écoquartier Louvain, qui est prévu sur l'ancien site de triage du CP, Oui, lui, c'est un projet de développement ex nihilo, comme on dit. C'est-à-dire qu'on part de zéro ou presque. C'est à très long terme, on parle de plus d'une décennie facile. et ça coûte cher, j'imagine. Des investissements massifs, potentiellement des centaines de millions, voire des milliards à terme. Il faut d'abord décontaminer les sols, ce qui est souvent un défi majeur sur les anciens sites industriels ou ferroviaires. Oui, c'est un préalable coûteux. Ensuite, il faut créer toutes les infrastructures, les rues, les réseaux d'aqueducs, d'égouts, idéalement des infrastructures vertes, comme la gestion des eaux pluviales. Et enfin, les logements. Et enfin, construire les logements en visant une mixité sociale et des standards écologiques élevés. Donc c'est une approche de création complète d'un nouveau quartier durable. Alors que la falaise, c'est plutôt préserver et rendre accessible un espace naturel qui existe déjà. Exactement. Deux stratégies différentes, mais qui au final contribuent toutes les deux à intégrer nature et durabilité en ville. C'est très clair. Bon, changeons un peu de registre maintenant. Abordons la dimension culturelle et puis le rayonnement international de Montréal. D'accord ? Fin septembre, c'était les Journées de la culture. Ça anime pas mal la ville avec des événements gratuits. On nous signale leur présence active dans des quartiers comme Montréal-Nord. Oui, les Journées de la culture, c'est un bon exemple de cette volonté de rendre la culture accessible partout et pour tout le monde. Ça met en valeur les talents locaux, la diversité culturelle, ça invite à la participation citoyenne. C'est important. Et cette approche d'animation de l'espace public, de créer une ambiance festive, participative, on la retrouve aussi dans une autre stratégie montréalaise dont parlent nos sources, c'est la festivalisation du sport. La festivalisation du sport, c'est un terme intéressant. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Ça va au-delà de l'événement sportif lui-même, j'imagine. C'est exactement ça. Pour des événements majeurs comme le Grand Prix de Formule 1 ou l'Omnium Banque nationale de tennis. Oui, les gros événements. Montréal ne se contente pas juste d'accueillir la compétition. Elle cherche à créer une expérience globale, immersive, qui déborde largement des sites principaux. Comment ça se manifeste?
Les festivités envahissent les rues, les places publiques. Ça implique les commerçants, les restaurants, les artistes locaux. L'idée, c'est de maximiser l'engagement de la communauté. Et les retombées économiques et touristiques, bien sûr. Évidemment. Et surtout d'ancrer ces événements dans l'identité de Montréal comme une ville vibrante, festive, de calibre international. C'est un peu une marque de fabrique, quoi. Et ce rayonnement international, il se manifeste aussi sur un plan plus institutionnel? Avec l'arrivée d'un nouveau bureau des Nations Unies. Oui, ça, c'est un développement assez significatif en effet, l'officialisation de l'ouverture d'un bureau d'ONU Habitat. ONU Habitat, c'est quoi déjà? C'est le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Son arrivée vient renforcer le statut de Montréal comme plaque tournante pour les organisations internationales. C'est le combientième bureau onusien ici? C'est le 6e bureau onusien majeur à s'installer ici. Il rejoint des poids lourds comme l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, ou le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. D'accord. Et au-delà du prestige, quels sont les avantages concrets pour la ville, pour le pays? Ils sont multiples en fait. D'abord, il y a la création d'emplois directs, souvent des emplois hautement qualifiés. Mhm. Ensuite, il y a les retombées économiques indirectes qui sont importantes. Les dépenses des employés, l'allocation de bureaux, les services aux organisations, le tourisme lié aux réunions internationales. Oui, ça génère de l'activité. Mais il y a aussi une dimension d'influence qui n'est pas négligeable. Accueillir ONU Habitat, ça positionne Montréal et le Canada au cœur des discussions mondiales sur des enjeux cruciaux. Lesquels, par exemple? Le développement urbain durable, le logement, la résilience des villes face au changement climatique. Ça renforce le poids diplomatique et aussi l'expertise locale sur ces questions. D'accord, c'est stratégique. Tout à fait. Et pour finir, abordons un projet qui semble un peu cristalliser plusieurs enjeux à la fois. Le patrimoine, l'histoire, la revitalisation et même la réconciliation. Ah, tu penses à l'ancien magasin La Baie, au centre-ville? Exactement. L'avenir de ce bâtiment. Oui, ce projet est particulièrement porteur de sens. Le bâtiment lui-même est emblématique, c'est un repère architectural sur Sainte-Catherine. Tout le monde le connaît? Voilà. Plusieurs promoteurs s'y intéressaient, apparemment, mais il y a une offre qui sort vraiment du lot. Laquelle? Celle de 400 millions de dollars menée par la James Bay EU Corporation. C'est une organisation CRI, c'est ça? Oui, une organisation qui représente les cris des UIC en partenariat avec un développeur immobilier. Et leur vision, c'est de transformer ce lieu historique du commerce Un symbole, oui. en un pôle culturel et patrimonial qui serait axé sur l'histoire, la culture et les contributions de la nation cri. C'est une proposition audacieuse quand même. Transformer un symbole du commerce traditionnel en un lieu de célébration culturelle autochtone en plein cœur du centre-ville. C'est précisément ça qui rend ce projet si puissant et potentiellement transformateur. Il touche à la préservation du patrimoine bâti, bien sûr. Oui, il faut le préserver. Il participe à la nécessaire revitalisation du centre-ville, surtout après la pandémie. Absolument. Mais sa dimension la plus profonde, elle réside dans cette volonté de réappropriation symbolique et de mise en valeur de la présence autochtone, pas en périphérie, mais au centre névralgique de la métropole. C'est fort comme geste. C'est très fort. Utiliser un bâtiment qui est historiquement lié à la Compagnie de la baie d'Hudson avec tout le bagage colonial que ça peut représenter, Oui, il y a toute une histoire là. pour en faire un lieu vivant qui célèbre la culture cri, c'est un geste fort de réconciliation et de reconnaissance. Ça dépasse largement la simple rénovation immobilière là. On est vraiment dans la création de sens. Tout à fait. Si ce projet se concrétise tel qu'il est envisagé, il pourrait devenir un modèle. Un modèle pour d'autres villes, peut-être? Oui, un modèle sur la manière dont on peut revitaliser des lieux clés tout en intégrant activement les perspectives, les récits autochtones, et contribuer à une compréhension plus riche, plus complexe de l'histoire de la ville et du territoire. C'est une approche novatrice qui pourrait marquer un tournant. Bon, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on vient de discuter. L'image qui se dégage de Montréal, là, fin septembre 2025, c'est vraiment celle d'une ville en pleine mutation. Oui, en pleine effervescence même. C'est ça. Sur de multiples fronts en plus. Des grands chantiers qui reconfigurent l'espace urbain, des investissements ciblés pour renforcer le lien social, le tissu communautaire, Oui, on a vu ça. des efforts pour verdir la ville, préserver la nature, que ce soit en bordure d'autoroute ou sur un toit, C'est varié. une affirmation culturelle et internationale qui continue, avec la festivalisation, le bureau de l'ONU, et puis ces projets patrimoniaux qui cherchent à créer de nouvelles significations, comme la baie. C'est une excellente synthèse. On voit une mosaïque, vraiment. Une